L'intervenant qui représente une institution est protégé de tout bord, de tout côté. Le parent, il est tout seul dans son monde, tu sais. Fait que c'est l'intervenant qui pose les questions. Il choisit une partie des informations aussi qui vont être inscrites dans le dossier, puis il choisit celles qu'il inscrira pas. Il rédige des notes et des rapports selon sa perception des choses. Il va formuler des recommandations et ces mots peuvent influencer les décisions, vont influencer les décisions ayant des conséquences majeures pour toute la famille. Le parent, lui, peut avoir l'impression que chaque phrase, chaque geste et chaque émotion vont être interprétés contre lui. Et il n'a pas tort. On lui demande de demeurer calme pendant qu'il vit peut-être l'un des moments les plus angoissants de sa vie. Tu sais, puis c'est là que la question de l'objectivité devient essentielle. Un rapport ne devrait pas être construit à partir d'impressions vagues comme, par exemple, Madame semble manipulatrice. Monsieur est difficile. Le parent est fermé. La mère est trop émotive. Il y a une perte des enfants. Le père ne collabore pas. Hein? Il parle trop fort. Tu sais, c'est toutes des interprétations, ça, là. Puis, pour être objectif, il faut décrire les faits. Pas juste donner son impression. Hein? Qu'est-ce qu'il a exactement dit ou qu'est-ce qu'il a exactement fait, le parent? Dans quel contexte? À quelle fréquence? Quelle était la préoccupation qui lui avait été annoncée? Pour qu'il réagisse comme ça. Quelle explication a-t-il donné? Hein? Et surtout, c'est quoi l'effet concret sur la sécurité ou le développement de l'enfant? Si papa se fâche puis il a élevé la voix, bon, ça fera pas la sécurité de l'enfant compromise, là. Hein? En tout cas, c'est ce que moi j'en pense, tu sais. Et c'est sûr que l'annonce d'un placement, c'est pas la même chose que l'annonce d'une fermeture de dossier, là, tu sais. Et dire qu'un parent refuse une proposition précise n'est pas la même chose que d'écrire qu'il refuse tous les services. Dire qu'une mère pleure pendant la rencontre, c'est pas une preuve qu'elle est instable ou incapable de prendre soin de son enfant, là. Et moi, j'ai lu ça dans des rapports. Hein? Le choix des mots influence la perception de tous ceux qui vont lire ensuite ce dossier-là. C'est là que les biais peuvent entrer. Un intervenant reste un être humain. Hein, il possède son propre vécu, ses valeurs, ses blessures, ses croyances, sa vision de ce qu'est un bon parent. Deux intervenants peuvent observer exactement la même situation et arriver à des conclusions complètement différentes. Pourquoi? Parce que c'est deux humains différents. Hein? L'un peut voir un parent épuisé qui a besoin de soutien, puis l'autre peut voir un parent désorganisé qui met l'enfant en danger. Un peut voir un logement modeste mais sécuritaire, l'autre peut y voir de la négligence, parce qu'il y a trop de jouets qui traînent. Bon, hein? L'un peut considérer aussi qu'un parent pose des questions légitimes, l'autre peut interpréter les mêmes questions comme de l'opposition. Tu sais, la théorie devrait nous donner un cadre commun, hein? Mais dans la réalité, la perception personnelle peut parfois prendre trop de place. Et puis, lorsqu'une première impression négative s'installe dans un dossier, il existe un risque que toutes les informations suivantes soient interprétées pour confirmer cette première impression. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de tout changer ça, là, un rapport. Parce que je me suis fait ma propre idée, puis je trouvais que l'autre était dans le champ. Mais il aime pas ça, là. Tu sais, un parent qui annule un rendez-vous, il y a des gens qui vont écrire qui collaborent pas. Hein? Il se présente au rendez-vous suivant, on considère simplement qu'il fait ce qu'il est obligé de faire. Il pose des questions, on le trouve méfiant. Il pose pas de questions, on écrit qu'il semble pas comprendre la gravité de la situation. Il pleure, pas capable de gérer ses émotions, instable. Il pleure pas. Il semble détaché. Tu sais, à un certain moment, le parent là peut avoir l'impression qu'il peut plus rien faire de correctement, là. Hein? Même péter, il a plus le droit, là. Tu sais,
OK, il faut réfléchir à ça. On va vous faire un petit quiz, puis répondez par vrai ou faux, OK? Première question. Un parent qui pleure ou se met en colère pendant une rencontre est nécessairement dangereux. Vrai ou faux? La réponse est faux, là. Hein, évidemment. Tu sais, il faut regarder les comportements réels, leur intensité, leur fréquence, leurs conséquences sur l'enfant, parce que c'est pour l'enfant qu'on est là. Tu sais. Une deuxième petite question. OK. Un parent qui conteste, par exemple, une décision, hein, il refuse-t-il nécessairement de collaborer? Vrai ou faux? C'est faux, hein? Un parent peut demander des explications, connaître ses droits, demander une deuxième opinion même, là, puis ou proposer une autre solution tout en demeurant collaborant. Il faut apprendre à écouter les parents. C'est eux autres les professionnels de leur propre enfant, là, t'sais, pour la majorité. Collaborer signifie pas obéir aveuglement non plus. T'sais, il faut aussi être conscient de ça. Un intervenant est nécessairement objectif parce qu'il est un professionnel. Vrai ou faux? Un gros méga faux. La formation professionnelle nous fournit des outils, mais elle va pas éliminer tous les biais, les émotions, la fatigue et les erreurs de jugement et ne te donnera pas une maturité émotionnelle du jour au lendemain. Fiez aux magies, là. L'objectivité n'est pas un titre que l'on reçoit avec le diplôme. Hein? C'est une discipline qui exige de vérifier ses perceptions, de distinguer les faits des interprétations et d'accepter d'être mis en question, même si t'es un intervenant. Tiens. Bon, je vous propose maintenant un exercice de déprogrammation. OK? Le parent a annulé 2 rendez-vous. Bon, la conclusion rapide serait, il ne collabore pas, hein? Mais avant d'écrire cela, a-t-on vérifié ce qui s'est passé? Hein? Était-ce un problème de transport? Un horaire de travail? Une urgence familiale? Une urgence médicale? Trop d'anxiété? Crise de panique? Les rendez-vous étaient-ils offerts uniquement pendant les heures de travail ou en soirée? Le parent a-t-il proposé d'autres disponibilités? Ou refuse-t-il réellement toutes les rencontres, toutes les propositions? Hein? Une autre situation, le parent qui s'est mis en colère, par exemple. Hein? La conclusion rapide serait, il est agressif et dangereux. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette réaction-là chez le parent? Quelle information venait juste de lui être annoncée? C'est important de regarder ça. Y avait-tu bien compris ce qu'on lui disait, ce qu'on lui reprochait ou peu importe? S'était-il senti menacé, humilié ou non, écouté, respecté? Est-ce que cette réaction ponctuelle pourrait être liée à un traumatisme? Ou existe-t-il véritablement un comportement répétitif représentant vraiment un risque? Oui, il faut encadrer la colère, mais il faut également éviter de transformer automatiquement une émotion en diagnostic. Là, ça, c'est pas votre rôle. Et chaque changement d'intervenant peut entraîner une nouvelle perception de la situation. Et rarement, elle va vers le mieux. T'sais. C'est drôle parce qu'après 3-4 ans de suivi, j'ai rarement vu des familles ne pas s'améliorer. Une hypothèse clinique arrive souvent puis peut être répétée là, en copier-coller dans les rapports. Ça ne devrait pas exister, mais bon. Une personne écrit, par exemple, la mère semble minimiser. Ben, dans le rapport suivant, ça va devenir la mère minimise. Plus tard, ça risque de devenir Madame a toujours minimisé les besoins de ses enfants. Comprenez là la gradation, t'sais? Puis une impression, c'est dans le fond qui s'est graduellement transformée en vérité institutionnelle. Puis c'est précisément pour éviter ça que la supervision clinique, les regards croisés et la possibilité de contester une interprétation sont essentiels.